Sénateur Harder sur l'interpellation numéro 17. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. L'heure est tard. Il est tard, mais c'est quand même le bon temps pour parler de notre cher ami Ian Shugart, qui est décédé il y a 3 semaines. On se rappelle de sa dévotion envers le service public. Il était vraiment l'incarnation même de ce qu'est être un homme. Nous avons eu, certains d'entre nous, le privilège de lui parler quelques semaines avant son décès. Au cours de ces conversations, Ian... En fait, nous avons pu lui transmettre personnellement certains des sentiments qui nous animaient. Au cours de ces conversations, Ian nous a transmis en retour beaucoup de sagesse. Une sagesse qu'il espérait pouvoir partager avec vous, en partie du moins. C'est Ian qui devait prononcer son discours à l'origine. Mais lorsqu'il est devenu évident que sa santé déclinante ne lui permettrait pas de le faire, il m'a demandé de le lire à sa place. Malheureusement, le sénateur Shugart est décédé avant que nous n'ayons pu achever la version finale. Il est toujours risqué d'essayer de transmettre avec ses propres mots la pensée d'une autre personne. Demandez à tous ceux qui ont essayé d'écrire un discours pour le sénateur Shugart lui-même. Il n'y avait souvent presque aucune similitude entre les discours prononcés par lui et entre les mots qui avaient été écrits à l'origine. Son style était peut-être simple et direct, mais il était quand même original et terre à terre, comme ici à l'homme. Compte tenu de ces mises en garde, j'ai tenté de consigner quelques-unes des dernières pensées de Ian au fin du compte-rendu. Lors de nos discussions avant son décès, Ian m'a fait part de sa conviction que l'environnement politique dans lequel nous nous trouvons nous mène tous et toutes à un moment charnière de l'histoire de notre nation. Il y avait 2 choix possibles, selon Ian. Allons-nous succomber à la polarisation qui a déchiré tant d'autres pays dans le monde, rendant dans certains cas la capacité à gouverner presque impossible? Ou trouverons-nous un moyen de nous réengager dans un avenir fondé sur des solutions qui pourrait faire du Canada un exemple à suivre dans un monde démocratique en état de siège? Les sénateurs et sénatrices se souviendront, d'ailleurs on s'en a parlé cette semaine, les sénateurs se souviendront peut-être que le sénateur Shugart a insisté pour que les membres de cette enceinte fassent preuve de retenue lors de l'examen des textes législatifs émanant de l'autre endroit. Si nous allions trop loin en modifiant ou peut-être en rejetant un texte législatif, nous risquions, pensait le sénateur Shugart, de mettre le Sénat en porte-à-faux avec les députés et, conséquemment, les électeurs. Lorsque nous en avons discuté au cours de l'été, le sénateur Shugart souhaitait élaborer sur ce thème, afin d'englober toutes les autres personnes qui contribuent à l'édification de notre nation. Non seulement les gouvernements, mais aussi l'industrie, les membres de la société civile, les électeurs et électrices eux-mêmes et elles-mêmes. Lorsque l'intransigeance et le conflit plutôt sont à l'ordre du jour, le sénateur Shugart estime que nous risquons d'être incapables de faire face efficacement aux menaces contemporaines et existentielles auxquelles la société est confrontée. Sans compromis, nous laisserons les solutions potentielles s'étioler, craignait-il. Ian n'avait pas tendance à exagérer. C'est un esprit cartésien qui, néanmoins, dis-je, voyait tout autour de lui comment l'intransigeance, l'isolationnisme et les positions rigides rendaient les solutions presque impossibles à atteindre. Il s'inquiétait, par exemple, pour les États-Unis, là vers où la communauté internationale se tournait pour trouver du leadership pour mettre fin entre la guerre entre Israël et le Hamas, mais où la Chambre des représentants était à la dérive, sans chef, incapable de se mettre d'accord sur la personne qui devait la diriger. Il aurait noté que les États-Unis, qui se considèrent, je cite, comme le berceau de la démocratie moderne, ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente sur des questions telles que l'immigration, le contrôle des armes à feu et l'avortement. Il a vu que les attitudes se figeaient dangereusement, conduisant à l'insulte et parfois même à la violence. Ces forces polarisantes n'ont pas encore créé un environnement similaire au Canada. Cependant, notre discours national se fait également plus dur et la colère monte ici aussi. En témoignent les injures régulièrement lancées à l'encontre de notre premier ministre, dont les discours sont parfois annulés pour des raisons de sécurité. Il en va de même dans les établissements d'enseignement supérieur, où les orateurs ne sont pas les bienvenus en raison du sujet de leur discours. On qualifie la gauche des woke et que ceux à droite sont les rednecks arriérés qui ne soucient pas de l'environnement. Ian était pour sa part un homme orienté vers les solutions. Il voulait que son discours donne des exemples de la manière dont le Canada a surmonté les différences politiques par le passé. Il a mentionné, par exemple, la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, qui fait partie intégrante de l'économie canadienne, en ce sens qu'elle permet de transporter 40 à 50 millions de tonnes de marchandises annuellement. Peu d'entre nous sont assez âgés pour s'en souvenir, mais l'idée de cette voie maritime était loin de faire l'unanimité lorsqu'elle a été présentée la première fois.
En effet, à plusieurs reprises, les gouvernements de l'Ontario et du Québec se sont opposés au projet, de même que diverses associations de chemins de fer, ainsi que des exploitants des ports de la côte atlantique. En 1945, cependant, les arguments en faveur de la prospérité qu'apporterait la voie maritime gagnaient du terrain, au point que les Canadiens proposaient de construire le projet même si les États-Unis n'y contribuaient pas. Cette idée déclencha une nouvelle vague de soutien au Canada, et les États-Unis ont fini par se joindre à l'aventure. Au total, 22 000 personnes ont été employées à la construction de la voie maritime, qui a été décrite comme une autoroute de 3 700 km de long pour les cargos océaniques. Un projet tel que la voie maritime pourrait-il faire l'objet d'un accord aujourd'hui, compte tenu des batailles intergouvernementales sur les pipelines, les barrages et d'autres projets trans-canadiens? C'est une question qui se pose. Plus récemment, le premier ministre de l'époque, Paul Martin, et les dirigeants provinciaux et territoriaux du Canada ont signé un accord décennal de 41,3 milliards de dollars visant à renforcer le système de santé. L'accord de 2003 promettait de réduire les temps d'attente pour les interventions chirurgicales, d'améliorer l'accès aux soins primaires et aux soins à domicile et de créer une stratégie de ressources humaines dans le domaine de la santé. En contrepartie de la contribution fédérale, les provinces ont accepté une période d'attente définie dans laquelle certaines interventions chirurgicales devaient être effectuées. Les objectifs nationaux étaient et sont toujours des questions politiques délicates pour le gouvernement. S'il ne les atteint pas, un gouvernement peut perdre plutôt le soutien de la population. En tant que vice-ministre adjoint de la Santé à l'époque, le sénateur Shugart avait vu ces risques de près et apprécié les sacrifices consentis de part et d'autre. Il avait également compris que certains jugeaient l'accord trop généreux, tandis que d'autres estimaient que l'argent n'était pas sorti de conditions suffisantes. Mais c'est justement l'essentiel, n'est-ce pas? Un accord a été conclu malgré ses réticences. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais ce n'était pas le cas dans ce cas-là. Et je vous pose la question, un tel accord serait-il possible en 2023? Aujourd'hui, alors que le Canada et le monde entier sont confrontés à des défis tels que le changement climatique, l'évolution démographique, les menaces qui pèsent sur notre démocratie, nous pourrions nous demander si nous avons l'étoffe nécessaire pour nouer des compromis afin de relever ces défis. Je donne un exemple. Comment les Canadiens réagiront-ils si l'Alberta va de l'avant avec son idée de se retirer du régime de pension du Canada? Les tensions régionales rendront-elles impossible la conclusion d'un accord national sur les mesures d'atténuation du changement climatique? Et qu'en est-il de l'utilisation de la disposition de dérogation? Sommes-nous confrontés à un avenir où cette clause sera régulièrement utilisée pour passer outre les protections offertes par la Charte des droits et libertés afin que l'un ou l'autre parti politique puisse attirer les faveurs d'une partie de l'électorat? Ces questions ont guidé la carrière de Ian Shugart dans la fonction publique. Et les idées qui étaient les siennes et qui étaient capitales pour lui, qui le guidaient, étaient le jugement, le compromis et l'ouverture. Dans un pays aussi diversifié et vaste que le nôtre, de quelle autre idée, de quel autre mot disposons-nous si nous voulons faire avancer les choses? Ian aurait su que nous sommes trop grands et que notre population est trop variée pour que chacun obtienne ce qu'il veut. Ian ne m'a pas dit tout ça directement, mais je sais qu'il pensait que le rôle des législateurs était de concilier des points de vue et des désirs disparates en quelque chose de cohérent qui profite à tous. L'autre choix consiste à satisfaire des segments étroits de la société qui peuvent fournir suffisamment de sièges pour permettre à un parti de gouverner, mais qui ne reflètent pas les désirs et les besoins des autres. Mon ami Lord Hennessy, ce célèbre historien anglais, a dit un jour « Notre système est basé sur les convenances. Sans elles, il cesse d'exister. » Ce sont des mots qu'il nous faut incarner, chers collègues, en cette enceinte. Lors de l'une de nos dernières conversations, le sénateur Shugart a souhaité lancer un dernier appel à la civilité aux candidats qui se présenteront aux prochaines élections. Alors, Ian n'était pas toujours d'un optimisme à toute épreuve. Les campagnes électorales sont vigoureuses, bruyantes, parfois rudes et ardues. C'est normal. Convaincre les électeurs que vous avez les meilleures idées requiert souvent un débat bruyant et enthousiaste au cours duquel vous devez démontrer aux gens que vous pensez réellement ce que vous dites. Mais les élections constituent également une étroite fenêtre de temps durant laquelle un grand nombre de Canadiens et Canadiennes sont à l'écoute. C'est une période où les idées doivent être bien articulées, doivent être bien disséquées, doivent être bien évaluées. Plus nous perdons de temps dans les débats avec des injures, des demi-vérités et des attaques personnelles, moins nous avons de temps pour parler des sujets plus importants. En outre, les médias traditionnels étant de moins en moins nombreux à couvrir les débats et le nombre d'acteurs désireux de le manipuler augmentant,
L'obligation pour les politiciens de se comporter avec sincérité et civilité est essentielle. Ne pas le faire serait porter ombrage aux Canadiens et Canadiennes qui méritent un débat aussi honnête et informé que possible. Permettez-moi de conclure en disant que Ian pensait que siéger au Sénat était un privilège et qu'il espérait vivement qu'on pourrait trouver une façon plus indépendante et moins partisane de faire progresser les choses, servant ainsi d'exemple à suivre aux autres. Pour ma part, j'essaierai d'honorer sa mémoire en poursuivant ses objectifs. Grâce à votre aide, je pense que le souhait d'Ian qui voulait que nous édifions un Sénat encore meilleur se concrétise. Merci.